L'Espagne n'a pas participé à la Grande Guerre. Avec l'accord du roi Alphonse XIII, le général Primo de Rivera prend le pouvoir en 1923 et établit un régime autoritaire mais réformiste. Il démissionne en 1930. Suite à l'échec des élections municipales, Alphonse XIII quitte l'Espagne et la République est proclamée en 1931. La gauche, tiraillée entre les socialistes, les communistes, les anarchistes, les autonomistes, laisse place en 1933 à la droite où José Antonio Primo de Rivera fonde un mouvement extrémiste, la Phalange. Les élections de 1936 redonnent le pouvoir à la gauche unie. C'est alors que les opposants au régime se révoltent autour du général Franco. Ainsi commence une atroce guerre civile qui coûte à l'Espagne plus d'1 demi-million de morts. Elle oppose de 1936 à 1939 les républicains aidés par l'URSS et les brigades internationales, aux nationalistes, appuyés sur l'Église et renforcés par des troupes italiennes et allemandes. Le timbre allemand et le timbre espagnol sont identiques. Comme c'est étrange. En plus des armes allemandes, ils avaient aussi leur timbre. Non seulement les deux clans émettent en même temps de nombreux timbres, les timbres républicains étant titrés República Española, tandis que les timbres nationalistes, émis à Burgos, ont pour en-tête Estado espagnol ou Español. Mais, en plus, beaucoup de villes et de régions ont leur propre timbre, et les deux belligérants émettent des timbres ou vignettes d'assistance aux populations et de soutien à leur armée comme cette croisade contre le froid. Dans cette multitude, nous allons nous limiter à observer quelques timbres locaux surchargés par les villes qui célèbrent l'arrivée des troupes nationalistes. Ils nous permettront d'illustrer l'avancée des troupes franquistes de 1936 à 1939. D'importantes troupes stationnées au Maroc et aux Canaries débarquent le 17 juillet 1936 à Algeciras. Les garnisons de Séville et de Cordoue se soulèvent. Les nationalistes progressent vers Cadix. Ils occupent les régions du nord-ouest où ils installent leur état-major à Burgos. Les nationalistes avancent dans toute la partie ouest. L'Espagne est divisée en deux dès 1936, mais Madrid résiste. Les armées franquistes complètent leur occupation et s'emparent de Malaga, puis du Pays Basque, où l'aviation allemande détruit la ville de Guernica. Cet épisode est rendu tristement célèbre par ce tableau de Picasso. Après de rudes combats à Teruel et dans la vallée de l'Èbre, les nationalistes atteignent la Méditerranée, isolant la Catalogne.
Barcelone est occupée le 1er février 1939. Les Français d'Espagne sont rapatriés en France, suivis par les débris de l'armée républicaine. Les franquistes rentrent dans Madrid le 28 mars 1939. Franco devient le chef suprême de l'Espagne et prend le titre de caudillo. Non seulement il aura à son effigie de nombreux timbres jusqu'en 1975, mais on le retrouve sur les enveloppes. Au Portugal, la République est instaurée en 1910. En 1916, le Portugal apporte son concours militaire aux Alliés et mobilise 100 000 hommes. Après plusieurs années d'instabilité politique, avec des luttes de travailleurs, des coups d'État, des homicides politiques, des crises financières, l'armée prend le pouvoir en 1926. C'est le général Oscar Carmona qui est président de la République, mais c'est Antonio de Oliveira Salazar qui, de 1932 à 1968, est le chef du gouvernement et exerce seul le pouvoir. Le régime est à la fois fasciste, ultra-conservateur, autoritaire et policier. Oh là! Mais ça ressemble à l'Espagne de Franco. L'Italie, de Victor Emmanuel III, déçue par le traité de Trianon, est marquée par une très grave crise morale et sociale. La bourgeoisie, inquiète, accorde son soutien au parti fasciste de Mussolini, qui, à la suite de la marche sur Rome en 1922, s'empare du pouvoir. Papy, qu'est-ce que le fasciste? Tu viens déjà de prononcer ce nom au sujet de la Yougoslavie et du Portugal. Ça, c'est une colle. Le fasciste a les mêmes objectifs que la plupart des démocraties, c'est-à-dire faire le bien-être de chacun. Mais les moyens pour y parvenir sont différents. Le fascisme repose sur un parti unique, un chef indiscutable, un attachement absolu à la nation, une opposition au communisme, un embrigadement des jeunes. Il ne rechigne pas à la force, voire au terrorisme pour imposer ses vues. L'Italie est la première nation à l'avoir pratiqué, mais selon les nations où il est adapté, il se complète de racisme, de plus ou moins de socialisme. Les timbres que tu vois défiler reflètent les valeurs, les actions, les symboles, les slogans qui caractérisent le fascisme italien. La Chambre étant dissoute en 1924, le Duce impose une dictature absolue. Il prend d'importantes mesures économiques et sociales, et à l'extérieur pratique une politique de prestige en s'emparant de l'Éthiopie et de l'Albanie. En 1923, prétextant le meurtre d'officiers italiens, Mussolini fit occuper l'île de Corfou. Désavoué par la SDN, il doit abandonner. Par les accords du Latran, en 1929, il règle avec Pionce la question romaine. Cet accord consacre la fondation de l'État de la Cité du Vatican. Tu en découvres les premiers timbres. Mussolini, qui veut retrouver la splendeur de la Rome antique, proclame l'Empire en 1938. Dès l'armistice, une insurrection communiste, dit spartakiste, se produit sous la direction de Liebknecht et de Rosa Luxembourg. Ils seront exécutés lors d'une sanglante répression le 15 janvier 1919. Une constitution est votée à Weimar en juillet 1919. À la tête de la République fédérale, dont chacun des 17 États conserve son autonomie, le pouvoir exécutif appartient au président de la République, Hébert, élu en 1919. Les souverains de chacun de ces États ont tous abdiqué à la fin de la guerre. À noter que la Bavière et le Wurtemberg conservent leurs timbres personnels. C'est même les timbres bavarois et wurtembergeois
qui avec surcharge vont être utilisés dans le Reich. En 1921, les timbres coûtent quelques pfennigs. Ils passent à quelques marques en 1922. Puis la valse des surcharges les amène à plusieurs millions. Cette série de 1923 a même un timbre de 50 milliards de marques. Mais il ne devait pas avoir le temps d'imprimer tous ces timbres. La réforme monétaire permet d'assainir la situation et le timbre de fin 1923 revient enfin à quelques pfennigs. Pour compenser les destructions dues à la guerre, l'Allemagne doit verser 132 milliards de réparations. Ne pouvant payer cette somme, et l'Allemagne ayant commencé son réarmement, la France et la Belgique envahissent la Ruhr le 11 janvier 1923 pour faire pression sur elle. Par réaction à cette mesure, l'Allemagne édite ce timbre de soutien. Avec l'élection à la présidence de la République du maréchal Hindenburg en 1925, la situation se redresse. Le 30 juin 1930, la France quitte la Rhénanie qu'elle occupait depuis 1918. Le Troisième Reich est institué en 1933. En 1934, à la mort d'Hindenburg, Hitler réunit les fonctions de président de la République et de chancelier et prend le titre de Reichsführer. Le nazisme se développe. Les congrès de Nuremberg sont honorés par ces timbres. Suite à un plébiscite convenu avec la Société des Nations, Lassalle réintègre l'Allemagne en 1935. Comme en Allemagne, les nazis s'installent en Autriche. Ils y font assassiner le chancelier Dollfuss en 1934. Hitler impose à l'Autriche de l'annexer. Les dirigeants autrichiens et leur président Miklas s'y opposent, ce qui n'empêche pas les Allemands d'envahir l'Autriche en mars 1938. Un plébiscite approuve très largement cette annexion appelée l'Anschluss. En Tchécoslovaquie, la région frontalière de l'Allemagne peuplée d'Allemands, le pays des Sudètes, demande son intégration à l'Allemagne, ce qu'Hitler obtient avec l'accord des Alliés à Munich en septembre 1938. Le président Beneš est contraint d'accepter et démissionne puis crée un gouvernement en exil. Les villes qui rejoignent l'Allemagne émettent leurs timbres en surchargeant les timbres tchécoslovaques. L'Allemagne rétrocède à la Pologne, Teschen, une partie de la Silésie. L'arbitrage de Vienne, en novembre 1938, attribue à la Hongrie toute la lisière méridionale de la Slovaquie et de la Ruthénie, peuplée essentiellement de Hongrois. Après avoir proclamé son autonomie en octobre 1938, la Slovaquie de Monseigneur Tiso proclame son indépendance avec le soutien de l'Allemagne en mars 1939. Puis, l'Allemagne envahit le reste de la Tchécoslovaquie et crée le protectorat de Bohême-Moravie. La Tchécoslovaquie est complètement démantelée. Mais Hitler est en train de refaire l'Europe. Oui, et en plus, Hitler contraint la Lituanie à lui céder même elle. L'Allemagne a porté son territoire de 468 000 km² à 630 000 et sa population de 67 à plus de 85 millions d'habitants, sans conflit armé, sans un coup de canon. Tout à l'heure, tu m'as parlé de l'Albanie. Que s'est-il passé avec l'Italie? Les grandes puissances qui ont reconnu l'Albanie en 1913 lui choisissent comme souverain un prince allemand, Guillaume de Wied. Il s'installe en mars 1914, mais fuit le pays 6 mois plus tard. À cause de la guerre? Non, d'autant plus que l'Albanie ne participe pas directement à la guerre. Elle est toutefois le théâtre de champs de bataille et elle est plusieurs fois occupée. Une république avec son assemblée constituante s'installe, mais en juin 1924, une révolution dirigée par Fann Noli
évince le Premier ministre Ahmed Zogou. Un coup d'État permet à Zogou de reprendre le pouvoir le 24 décembre 1924. Et le 21 janvier 1925, il fait proclamer la République, dont il devient le président. En 1928, après avoir modifié la Constitution, il s'autoproclame roi. Avec le soutien économique des Italiens, il règne efficacement jusqu'en 1939, quand il est renversé par les troupes de Mussolini. Zogou abdique et c'est Victor Emmanuel III qui devient roi d'Albanie. Mais de quel droit Mussolini s'installe en Albanie? Il voulait peut-être montrer à Hitler que lui aussi était capable d'envahir ses petits voisins. Dis papy, les tout petits pays existent toujours? Oui, il y en a même un de plus, tu te rappelles? Ah oui, le pays du pape. Plus précisément, l'État du Vatican. Andorre émet ses premiers timbres dans deux monnaies, le franc français et le pesetas espagnol. Le prince de Saint-Marin est toujours là. Mais non papy, c'est la plus vieille république. C'est bien, tu suis. Par contre, Monaco a toujours un prince, Albert Ier, puis son fils Louis II à partir de 1922. Et que devient le Liechtenstein? Tu veux dire le Liechtenstein? Le service postal relève de l'Autriche jusqu'en 1921. Les valeurs sont alors en Heller et en couronne. Puis, le Liechtenstein se lie économiquement à la Suisse et la monnaie change. Les valeurs sont en rappen et en francs. Au prince Jean II succède en 1929 son frère François Ier. Puis, François-Joseph II en 1938. Papy, comment se comporte la France pendant cette période mouvementée? De la guerre, la France sort victorieuse, mais épuisée et ruinée. Elle compte pour sa reprise économique sur l'Allemagne, qui, conformément au traité de Versailles, doit verser une forte indemnité de guerre. Mais nous avons vu qu'elle n'en reçoit qu'une faible partie. Après un gouvernement du bloc national, puis du cartel des gauches avec Édouard Herriot, la crise financière empire. Raymond Poincaré, rappelé au pouvoir, réussit à amoindrir la dette en dévaluant le franc, en réalisant des économies, en augmentant les impôts et en établissant une caisse autonome d'amortissement. La forte surtaxe de ces timbres contribue à alimenter la caisse d'amortissement. Ce timbre, honorant le travail, tient le record de France avec une surtaxe de 8 francs 50 pour une valeur d'affranchissement de 1 franc 50. Les nombreux changements de gouvernement ne contribuent pas à renforcer la France, qui connaît des scandales politico-financiers, des grèves organisées par la CGT de Jouot et une nouvelle crise monétaire venue d'Amérique. Un climat de révolte aboutit en 1936 à la prise du pouvoir par le Front populaire qui regroupe tous les partis de gauche, dont les communistes emmenés par Cachin. Tiens, un timbre russe. Léon Blum préside ce front. Il met en place d'importantes réformes sociales dont nous profitons pleinement aujourd'hui, comme les congés payés, la semaine de 40 heures. Voici les premiers timbres français qui valorisent les loisirs. Oh, ça c'est très bien. Certes, mais de l'autre côté du Rhin se prépare la guerre, alors que les Français sont en vacances. Mais pouvait-on imaginer que la situation était si grave? Être heureux, qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Il y a des noisettes dans ce macreux, il y a des raisins, des rousses, des... Nous venons de voir ensemble que dans beaucoup de pays, la situation se dégrade.
on n'attend pas la fête. À la sortie de la guerre, à l'exception de l'URSS, chaque État se dote d'un gouvernement démocratique, mais par peur de voir le communiste se répandre ou de voir le fasciste s'introduire, des États adoptent des régimes autoritaires, voire des dictatures fascistes ou nazistes. Chaque pays dont tu vois la couleur se foncer passe d'un régime à l'autre. Seuls restent en clair les royaumes du Nord et la France qui gèrent encore leur vive opposition interne par la démocratie. Le climat politique est très tendu et les conquêtes de l'Autriche, de la Tchécoslovaquie et de l'Albanie présagent la guerre.